Ça va péter. J'aime bien. 10 000. Ouais. Bon, et bien, objectif réussi en 2 mois du coup. Merci. Ça fausse un peu mes plans par contre, c'était quelque peu imprévu. Bon, on va se dire objectif 20 000 pour cette année, ça vous va? Bien, nous pouvons commencer cette vidéo avec un thème qui, je pense, fera plaisir à certains. Mais avant ça, vous connaissez le refrain, vous pouvez me soutenir avec un like, un partage et un petit commentaire. Et pour les nouveaux débarquant sur cette chaîne, si le monde de l'animation vous plaît, pensez à vous abonner. Il y aura de tout ici pour vous contenter. Du moins, je vais faire de mon mieux pour cela. Mais bref, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler des méchants de films ou de séries d'animation. Mais pas n'importe quel méchant, ceux qui auraient mérité plus d'attention par rapport à leur prestance, leur charisme et leur qualité de bon antagoniste. Tout ceci relève évidemment de mon avis personnel. D'ailleurs, je précise pour certains qui seraient tatillons avec ce sujet, je vais bien parler d'antagonistes, pas forcément de méchants. Je simplifie le trait car c'est une approche plus putassière pour faire du clic, tu connais, mais tout le monde sait qu'en réalité tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Personne n'est réellement méchant pour être méchant. Il y a forcément une raison propre au personnage. Je dis ça parce qu'on m'a fait remarquer que je citais la mort du Chapeauté 2 comme l'un des meilleurs méchants de l'univers de DreamWorks. Mais on a tous compris que ça en était pas vraiment un. Alors vous retournez voir ma vidéo sur le Chapeauté et vous m'enlevez ce pouce rouge tout de suite. Et d'ailleurs, pour rebondir sur DreamWorks, tiens, c'est grâce à vos retours et vos commentaires sur l'histoire du studio que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. J'ai bien remarqué que j'avais titillé votre nostalgie avec une antagoniste en particulier. Mais ne vous inquiétez pas, elle sera bien dans cet épisode. Et puis d'ailleurs, on va pouvoir commencer. Ça vous dit? Chers amis, ici vous ne verrez pas de Hades, de Scar ou de Grand Méchant Loup. Non, non, plongeons-nous plutôt dans notre enfance avec un petit coup de projecteur sur les méchants les plus sous-cotés du monde de l'animation. Générique. Commençons par celle qui fut l'objet de mon inspiration pour cet épisode, ainsi que de nombreux fantasmes quand j'étais plus jeune. Eris dans Sinbad, la légende des 7 mers. Et vous êtes? Eris, déesse de la discorde. Tu as sûrement vu mes portraits sur les murs des temples. Eris est la principale antagoniste du 7e long métrage d'animation de chez DreamWorks. Elle est fidèle à son personnage d'origine car dans la mythologie grecque, Eris, fille de Nyx, la déesse de la nuit, est quant à elle la déesse de la discorde. Non Timothée, pas le logiciel, lâche ce clavier. Étant déesse de la discorde donc, elle fait tout ce qui est en son pouvoir dans le film pour rendre le monde chaotique. Motivée par l'envie irréversible que le monde plonge dans un délicieux chaos, elle ne se fait pas prier pour jouer de sournoiserie, de manipulation et de méchanceté, caractères rappelant ceux de Loki, dieu de la malice dans la mythologie nordique. Dans le long métrage d'animation, Eris a une carrure féminine et élancée. Elle a la peau sombre et une grande chevelure noire semblable à de la fumée chaotique, lui permettant de se faufiler d'un point à un autre en un claquement de cils. Elle possède avec elle plusieurs créatures destructrices, dont Cetus, un monstre marin qu'elle envoie attaquer le navire avec à bord le livre de la paix en route pour Syracuse. Alors, pourquoi elle aime tant que le monde sombre dans le chaos? Eh bien, tout simplement parce qu'elle voit dans cette discorde un événement glorieux, la remplissant d'une joie sadique. Elle serait donc juste méchante au final? Mais tout le monde sait qu'en réalité tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Personne n'est réellement méchant pour être méchant. Il y a forcément une raison propre au personnage. Et merde, je me suis baisé tout seul dès le premier personnage. Mais quoique... Eris est certes l'antagoniste de l'histoire, et malgré toute sa méchanceté et son sadisme, elle ne fait qu'au final remplir son rôle divin. Il ne s'agit pas ici de nous pauvres mortels, avec notre morale et nos valeurs à 2 balles. Dans la mythologie, aucun dieu n'est réellement bon ou entièrement mauvais. C'est à des fins d'équilibre du monde que chaque personnage tient le rôle qu'on lui a attribué lors de sa création. Et Eris a pioché la carte chaos. C'est comme ça. Leur vie ne tient qu'à un fil, et si je le coupe, le monde sombrera dans le chaos. Un extraordinaire chaos. De plus, elle garde tout de même un certain code d'honneur car elle accepte sa défaite et son accord avec Sinbad à la fin du film. Un marché, quel qu'il soit, même divin, doit être respecté. Et c'est donc avec tous ces éléments réunis, soit un but, une prestance, une magnifique voix interprétée par Emmanuel Bondeville, des valeurs qui lui sont propres et donc une écriture cohérente, et enfin une défaite face au héros qui ne relève pas du cliché ou de la facilité, que Eris devrait figurer au panthéon des meilleurs antagonistes féminins dans le game de l'animation. Et ça,
avec seulement 7 minutes de temps d'écran. Non, c'est fort, ça me rappelle quelqu'un, tiens. Cependant, le film ayant été un échec pour les studios DreamWorks, Iris souffra alors des conséquences, la désignant comme un personnage sous-estimé qui aurait mérité un meilleur traitement de faveur. Après, soyons honnêtes, malgré l'oubli partiel de ce film, ceux qui l'ont vu, et je pense que vous êtes nombreux pour ceux qui suivent la chaîne, Iris reste relativement très appréciée et on se rappelle d'elle comme une méchante marquante, séduisante et charismatique. Mais est-ce le cas pour notre prochain méchant ? We cannot go home. What are you talking about? Why not? That is classified. Captain, give me the plan. Otto, diminutif de autopilote, est le principal antagoniste du 9e film Wall-E des studios Pixar, sorti en 2008, qui est, on va pas se mentir, l'un des meilleurs films du studio, voire même l'un des meilleurs films d'animation existants, genre top 20 facile. D'ailleurs, dites-moi si un jour vous voulez que j'en parle sur ma chaîne, je pense qu'il y a matière à discuter. Mais revenons à nos robots. La deuxième moitié du film Wall-E se passe à bord d'un immense vaisseau spatial nommé l'Axiom, à des années-lumière de la Terre, contaminé par des centaines d'années d'activité humaine et donc invivable aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui non, plutôt au début du 29e siècle, mais vous m'avez compris. Ce qu'il reste d'humanité donc mène une vie assistée en permanence par la technologie à bord du vaisseau, les maintenant dans une bulle de confort, leur faisant tous atteindre un état d'obésité morbide, de surdépendance et d'amnésie. Et tout ceci sous le contrôle de Otto, le pilote automatique épaulant le capitaine McCrea, chef de bord de l'Axiom, et lui aussi dans le même état que le reste de l'équipage. Otto, intelligence artificielle programmée pour diriger le vaisseau, manipule donc le capitaine, tout comme ses prédécesseurs avant lui. Il a été programmé par Shelby Forthright, le PDG de By & Large, pour garder les humains à bord de l'Axiom, car Shelby croyait aveuglément que la Terre était trop toxique pour redevenir vivable, jusqu'à ce fameux signe d'espoir concernant notre héros Wall-E. Je pense que vous l'avez remarqué à son design de gouvernail avec un œil rouge en son centre, mais il s'inspire directement de l'ordinateur HAL 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace. Toujours dans la même optique de dénoncer la dangerosité de l'intelligence artificielle. En tant que machine, il ne montre donc aucune émotion et suit les ordres du protocole A113, soit la directive suivante, empêcher à tout prix toute tentative de retour sur Terre. Otto, de par son programme, se voit alors impitoyable dans sa poursuite du succès de ses ordres, en forçant l'équipage humain à les respecter contre sa volonté. Et pour cela, il a toutes les clés en main lui assurant la réussite de sa mission, car il possède l'entièreté du contrôle des systèmes internes du vaisseau. Alors, pourquoi Otto est-il sous-estimé ? Eh bien, je trouve que pour un film de 2008, Wall-E n'a jamais été autant dans l'air du temps. Et c'est bien normal, car avec son scénario d'anticipation et de science-fiction apocalyptique, il ne peut que prendre en valeur significative sur notre mode de fonctionnement sociétal en mesure du temps qui passe. Otto n'est que le reflet de ce qui potentiellement pourrait arriver si nous faisons trop confiance aux IA qui sont censés nous faciliter la vie. L'humain devient l'esclave de la technologie au profit du confort et de la facilité. Et je suis persuadé que dans 20 ans, ce film sera d'autant plus criant de messages, non pas forcément de vérité, mais au moins d'alerte. Otto est un antagoniste utile, car il est à l'image de ce qui pourrait nous arriver dans le futur. Encore une fois, il n'est pas méchant, il ne fait que suivre la fonction pour laquelle il a été codé. Mais toutes ces lignes de code manquent cruellement de choses essentielles. L'empathie, l'amour, le regret, l'espoir, soit tout ce qui nous caractérise nous humains. C'est pour cela qu'il est l'un de nos plus grands antagonistes. Bien plus qu'un super vilain, un monstre géant ou un dieu maléfique voulant tout détruire. Otto a été conçu pour notre bien, et c'est ce qui fait sa plus grande force et par extension son attrait le plus dangereux. C'est un antagoniste sous-estimé car on devrait plus que jamais accorder de l'importance au message qu'on veut nous faire passer à travers ce personnage. On va donc pouvoir passer au dernier de notre vidéo, qui n'est autre que... Tu as tort de faire ça! Lâchez ce sabre, la vie de cette fille m'appartient. Tu y tiens, cette petite louve, tu voudrais l'épouser? Un démon vous possède, vous aussi. Plus terrible que celui de la princesse. Dame Eboshi est l'un des personnages de l'emblématique Princesse Mononoke, le 8e film de Hayao Miyazaki. Elle est la maîtresse des forges Tatara, l'un des hauts lieux que va emprunter notre héros Ashitaka dans sa quête de retrouver le démon à l'origine de sa malédiction. Mais encore une fois, on va pas se concentrer sur le scénario du long métrage, mais plus spécifiquement sur notre personnage. Dame Eboshi a une
une histoire très difficile, l'amenant là où elle en est dans le film. Vendue enfant comme esclave et mariée de force, elle vit grandir en elle une rage et une envie de se battre pour sa survie dans ce monde masculiniste qu'est le Japon féodal. Elle assassina son mari et s'enfuit auprès de l'empereur dans la capitale, mais finit de nouveau rejetée et forcée à s'installer ailleurs. Elle fonda alors une communauté dans une région sauvage et reculée, où elle fit construire d'immenses forges afin d'exploiter le plein potentiel de l'arme à poudre, technologie destructrice attirant toutes les convoitises. On rencontre Dame Eboshi pour la première fois lors d'une bataille contre des samouraïs voulant s'accaparer ses terres. On suivait jusqu'alors notre héros en quête de réponses et c'est bien elle qui va nous les apporter. Cachée derrière son air froid et guerrier, on découvre en Dame Eboshi une femme d'une grande beauté issue de la noblesse, recueillant les parias, les lépreux, les prostituées et autres réfugiés afin de les faire travailler sans discrimination pour une vie meilleure. Mais cette vie a un coût. Produisant en grande quantité des armes, les forges ont donc besoin de beaucoup de fer, entraînant alors la déforestation massive des alentours et par extension la colère des dieux de la forêt. C'est alors à ce moment que notre héros Ashitaka sut que c'est elle qui est responsable de la corruption du dieu sanglier, transformé alors en démon. Ashitaka va donc tout faire pour convaincre Dame Eboshi d'arrêter cette destruction écologique. Mais celle-ci, au cours de l'histoire, va devoir s'allier avec un mercenaire de l'empereur afin de ramener la tête du dieu cerf censé donner l'immortalité. Oui, je sais, ça peut paraître confus toutes ces informations quand on n'a pas vu le film. Je le conçois. En clair, Dame Eboshi représente tout simplement dans cette histoire l'homme, dans cette société japonaise en crise, obéissant aux ordres établis de son souverain sans se poser de questions sur la légitimité de ses actes. Pleine d'ambition, elle n'hésite pas à détruire et tuer ce qui se trouve en travers de sa route afin de réussir ses objectifs. On pourrait alors naturellement se dire qu'elle représente la méchante de Princesse Mononoke, mais tout n'est pas si simple. On découvre en elle une grande compassion envers la communauté qu'elle a accueillie. Elle-même une paria, on ressent alors de l'empathie pour elle ainsi que ses camarades, en particulier les prostituées, pleines de charme et d'humour en ces temps sombres. Dame Eboshi est en soi une très grande figure du féminisme. En plus de sauver les femmes de leurs conditions d'époque, elle aide aussi tout homme de la misère et des dangers en leur offrant abri et nourriture en échange de leurs services. Et pour couronner le tout, elle se porte garant des soins accordés aux lépreux qu'elle héberge. Il est très difficile d'assumer le rôle d'antagoniste pour ce personnage. Dame Eboshi représente toute l'incarnation de l'humanité. Une humanité en guerre contre la nature et le monde divin, allant à l'encontre de sa rationalité. Cependant, elle ne cherche en aucun cas le pouvoir ou la domination, mais plutôt une sorte de victoire contre un ennemi qu'elle ne comprend pas. Elle est entraînée par ses passions et ses émotions les plus ardentes, ce qui fait d'elle une figure forte, féminine, fière et sans peur, bien que remplie de compassion et de bienveillance envers ses semblables. Et cette absence de peur et de recul fut la cause de sa perte. À la fin, lorsque celle-ci se retrouva seule et sans but, elle s'aperçut alors de son erreur et décida de repartir de zéro. Mais cette décision lui coûta très cher. Pour moi, Dame Eboshi fait partie de l'un des personnages les plus forts de la filmographie de Miyazaki. C'est dans cette ambiguïté qu'est toute la force de cette antagoniste. Elle est à la fois l'ennemi de la nature et donc par extension de notre héroïne San, enfant de la forêt, mais elle ne fait qu'au final agir par nécessité pour sa communauté et son espèce. Toute personne parmi vous, sensible au sujet de l'écologie, verrait en elle une méchante tuant et pillant les ressources de la Terre. Mais en tant que humaniste, vous serez obligé de notifier qu'elle privilégie les valeurs et les conditions humaines à sa propre personne, lui offrant ses qualités de meneuse et de matriarche qui la définissent. Dame Eboshi est un personnage moderne si on prend en compte l'époque du Japon féodal. Elle se présente comme fer de lance au progrès social et technologique, de par ses actions égalitaires et son désir de faire évoluer les mœurs au profit d'un monde meilleur et plus juste. C'est d'ailleurs pour cela que les habitants de Tatara lui montrent un respect et une confiance sans faille. Tout est une question de point de vue. Elle est aimée par les gens qu'elle aide, mais détestée par ceux défendant la nature et ses habitants. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur elle, cela relève tout de même de la destruction et du meurtre d'êtres vivants. Cela fait donc d'elle inévitablement une méchante à l'histoire. Une antagoniste qui mériterait qu'on s'y intéresse de plus près. Surtout à l'heure actuelle où la protection de la nature et les actions climatiques doivent être au cœur de nos priorités. C'est donc avec Dame Eboshi que se clôt notre premier épisode sur les méchants sous-estimés du monde de l'animation. Et il existe bien sûr énormément d'autres antagonistes à traiter, mais ça sera pour une prochaine fois. Tout ceci relève de mon avis bien sûr. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et mes idées, mais je trouve qu'il est important que l'on prenne le temps de s'intéresser aux motivations du méchant, de l'antagoniste, de l'ennemi ou de l'adversaire de l'histoire avant d'y poser son jugement, surtout si celui-ci est bien écrit. Et comme dirait Sai de la chaîne YouTube SaiPlay, n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle si on prend le temps de voir l'histoire de son point de vue.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'est un exercice que je trouve vraiment très intéressant à faire, j'ai beaucoup aimé. En plus, si ça peut me permettre de faire des vidéos plus courtes que d'habitude et que le sujet vous fait kiffer, eh bien tout le monde est content. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez que je réitère le sujet, et surtout si vous avez des suggestions de ce qui serait pour vous votre antagoniste le plus sous-coté à vos yeux. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, n'hésitez pas à soutenir mon travail en lâchant votre meilleur like, partage et commentaire. Vous pouvez également me faire un don sur ma page Tipeee disponible dans la barre de description. Vous savez qu'en donnant ne serait-ce que 1 €, vous aidez grandement la chaîne à tenir dans le temps. Et à qui sait, vous proposer de futurs projets qui nécessiteraient des dépenses. D'ailleurs, merci à tous ces contributeurs que j'affiche juste ici. Voilà chers amis, merci encore pour les 10 000 abonnés, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et merci à tous pour vos retours et vos gentils commentaires sur ma façon de m'exprimer. Ça me redonne un peu confiance en moi. Mais bref, continuez de regarder de l'animation, prenez le temps de bien analyser les motivations de vos méchants préférés, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!